L'Anthropocène est donc le nom d'une époque qui a commencé au moment de la révolution industrielle et qui est marquée à la fois par un progrès considérable dans le confort des vies humaines, dans notre bien-être, et par une crise écologique majeure. Alors il faut faire attention avec ce mot de crise, parce qu'en fait ça peut laisser penser qu'il s'agirait d'un moment de difficulté intense, mais relativement bref, et dont on pourrait sortir. En fait, ce n'est pas ça vraiment dont il s'agit. On ne pourra pas revenir au régime climatique relativement stable qui était celui de l'Holocène. Et ce, parce qu'il y a des limites planétaires qui ont été franchies et en deçà desquelles on ne peut plus revenir. Pour n'en mentionner que quelques-unes, le climat, la biodiversité, l'affectation des sols, les cycles de l'azote et du phosphore sont des choses qui ont été perturbées de manière irrémédiable. L'Anthropocène est donc une ère dont nous ne sortirons pas. Non seulement nous de notre vivant, mais même les générations qui vont nous succéder. Donc il ne s'agit plus d'empêcher la crise, comme on pouvait encore l'entendre dans les années 80 ou 90, mais bien de l'atténuer et de s'y adapter. Ce sont ça les deux mots-clés aujourd'hui dans les négociations climatiques, atténuer et s'adapter. L'enjeu est en particulier de limiter la fréquence des catastrophes dont on sait qu'elles ont tendance à toujours toucher les plus défavorisés. On a eu un exemple emblématique avec le cyclone Katrina qui a ravagé la Nouvelle-Orléans lors de la saison cyclonique 2005 et où les habitants les plus riches ont pu quitter la ville en voiture, faire des courses dans les supermarchés et puis ensuite aller se payer quelques nuits d'hôtel dans des États plus au nord, alors que la population des quartiers les plus défavorisés, et notamment les quartiers qui sont en dessous du niveau de la mer, a dû rester et affronter le cyclone, avec un bilan qui s'est élevé à environ 2000 morts. De façon générale, il s'agit d'essayer d'apprendre à survivre au nouveau régime climatique, en stabilisant à peu près l'état des écosystèmes, ou en les rendant plus résilients et en inventant des modes de vie plus sobres pour continuer à y vivre. Et ces efforts, nous ne les devons pas aux générations futures, comme ça a été longtemps le discours écologique dominant. En réalité, le changement est déjà là, il affecte déjà des centaines de millions de personnes à travers le monde. Les scientifiques étudient d'ailleurs de façon de plus en plus précise les scénarios d'effondrement de la civilisation industrielle. On sait qu'il y a eu des effondrements de civilisation par le passé. Je ferai sans doute un épisode sur Jared Diamond, cet anthropologue dont un livre éponyme célèbre, Effondrement, parle des Mayas, ou bien de l'île de Pâques et de son effondrement au XVIIIe siècle, ou bien encore des Vikings au Groenland qui ont tenu 4 siècles avant de devoir renoncer à leur colonisation du continent. Et Diamond a montré que le déclin brutal de ces différentes civilisations avait souvent en premier lieu des causes écologiques. Bien, il est probable que notre civilisation connaisse aussi un effondrement ou une série d'effondrements avant 2100, autrement dit que les personnes qui les connaîtront soient des gens qui sont déjà nés. Alors c'est quoi un effondrement ? On peut le définir comme une crise qui fait que l'accès à des ressources de base, l'alimentation, l'eau, le logement, l'habillement, n'est plus accessible ou ne l'est plus à un coût raisonnable à une majorité de la population. Ce qui évidemment peut entraîner sur quelques dizaines d'années une chute assez drastique de cette population. Alors, ce n'est pas un processus qui a lieu en un jour, ce n'est pas le scénario catastrophe qu'on peut voir dans certains films, et ce n'est pas du tout une apocalypse, mais ça peut menacer les conditions d'habitabilité de régions entières. Et il y a 2 égards au moins auxquels on peut dire que l'effondrement a déjà commencé. D'abord, cette 6e extinction massive des espèces que nous vivons. C'est la première depuis la fin du Crétacé, donc il y a 66 millions d'années, celle qui a vu, après la chute d'une météorite sur le Yucatan, la disparition des dinosaures. On estime actuellement qu'un quart des mammifères, un 5e des reptiles, un 6e de tous les oiseaux sont menacés d'extinction. Et puis, il y a le phénomène des réfugiés climatiques. Quand on regarde aujourd'hui la cartographie des conflits, la cartographie des guerres, qui sont moins nombreuses, soit dit en passant, qu'à la fin des années 1990, par exemple, on voit que ça s'étend de la zone sahélienne au Moyen-Orient, et ça coïncide quand même largement, donc il y a des géopoliticiens qui se penchent là-dessus, avec les zones qui sont d'ores et déjà le plus touchées par le réchauffement climatique. L'ONU estime qu'il y a 30 millions de personnes chaque année qui migrent du fait des changements climatiques, et ça, c'est après des catastrophes naturelles, donc c'est sans compter les migrations qui se font de façon plus lente, pas après des événements de crise, mais de façon plus comme un processus. Or, malgré les négociations climatiques, malgré la prise de conscience de la communauté internationale qui a été scellée à l'accord de Paris en décembre 2015, au terme de la COP21,
cet accord donc, qui veut limiter le réchauffement à 2 degrés, voire si possible en dessous de 1,5 degré, eh bien, les scientifiques nous disent que pour l'instant, ce n'est pas la trajectoire sur laquelle nous sommes, ce n'est pas le scénario qui est en train de s'imposer. On est plutôt sur une trajectoire vers plus 3 degrés, plus 4 degrés. Il faut se représenter que 4 degrés supplémentaires, ça voudrait dire des mers qui auraient monté d'à peu près 1 mètre en 2100, et donc des régions très peuplées, très urbanisées, qui seraient sous les eaux. Les grandes villes du Mexique, les grandes villes du Venezuela, le delta du Nil et toute sa population, Shanghai, la Bretagne, New York, enfin vraiment un certain nombre de zones littorales très peuplées, ou d'autres qui seraient rendues impraticables pour l'agriculture, puisque ce ne seraient plus des deltas cultivables, mais des eaux salées. Bien sûr, les médias nous informent sur cette situation. Récemment, en novembre 2017, est paru un cri d'alarme de 15 000 scientifiques dans la presse internationale. En France, c'était dans le journal Le Monde, nous alertant sur l'état de la planète. Voilà ce qu'ils écrivaient. Nous mettons en péril notre avenir en refusant de modérer notre consommation matérielle intense, mais géographiquement et démographiquement inégale, et de prendre conscience que la croissance démographique rapide et continue est l'un des principaux facteurs des menaces environnementales et même sociétales. Mais malgré ces coups de projecteur réguliers, ça fait l'actualité 2 ou 3 jours, et puis ensuite ça revient plutôt à l'arrière-plan des préoccupations. On ne peut pas dire que dans le débat public, l'écologie soit vue comme le problème numéro 1, alors que c'est de loin celui qui a les conséquences les plus profondes, les plus massives, les plus durables pour l'avenir de nos sociétés. Le personnel politique dans notre pays prend encore assez faiblement en compte les enjeux écologiques dans sa réflexion. On a des discours qui sont souvent pleins de bonnes intentions et qui semblent marquer une prise de conscience, mais derrière, les traductions législatives, les engagements concrets sont beaucoup plus lents à venir. Surtout, la plupart de nos décideurs continuent de faire reposer leur stratégie politique et leur offre politique sur des hypothèses qui sont celles d'une croissance économique et démographique, alors qu'on sait bien aujourd'hui qu'une croissance forte n'est pas soutenable et qu'en fait, une croissance comprise entre 0 et 1%, c'est déjà une croissance importante. La chose vaut d'ailleurs aussi dans l'enseignement secondaire où on parle encore de développement durable alors que les scientifiques savent qu'un développement accru n'est pas vraiment conciliable avec justement la soutenabilité et avec la préservation des équilibres écosystémiques. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui il faut renverser la charge de la preuve. Les utopistes sont plutôt ceux qui pensent que tout peut continuer plus ou moins comme avant. Et à l'inverse, les réalistes sont ceux qui savent qu'il faut s'attendre à de l'imprévisible, à ces effondrements, et qu'il faut inventer des modes de vie plus sobres et des sociétés plus résilientes, c'est-à-dire qui soient capables de se remettre de ces épreuves que la crise écologique va nous faire traverser. Pour accélérer la prise de conscience à cet égard, il me semble qu'il faut jeter un pont entre 2 cultures, entre la culture des sciences dites dures et la culture des sciences humaines, en déployant ce qu'on pourrait appeler les humanités environnementales. À un moment donné dans l'histoire des savoirs, on a cru qu'il y avait une divergence entre le temps de la nature, qui était très lent, voire immuable, et dont s'occupaient les sciences, et puis d'un autre côté, le temps des hommes dont allait s'occuper l'histoire ou les sciences sociales. Mais c'est une vision qui sépare des choses qui en fait sont très nettement imbriquées. On ne peut pas penser l'histoire des hommes sans voir dans quelles conditions écologiques elle s'est faite, dans quelles conditions les hommes ont vécu et dans quels écosystèmes précis. Et à l'inverse, il est passionnant d'étudier les conséquences que l'histoire humaine a sur l'histoire terrestre, et notamment en quoi il y a une fabrique humaine du climat ou une fabrique humaine des paysages. Donc on pourrait dire que l'environnement n'est pas un pôle distinct du pôle économique et du pôle social, mais qu'en fait notre économie, que nous avons tendance à mettre au premier plan de notre réflexion, elle est prise dans des mondes sociaux, et que ces mondes sociaux, ils sont eux-mêmes largement conditionnés par les conditions écologiques dans lesquelles ils prospèrent. Aujourd'hui, pour élaborer des réponses qui soient à la hauteur de la gravité de la crise, il faut une opinion publique qui soit formée sur ces sujets, qui soit capable de faire pression sur les décideurs, que ce soit des décideurs politiques ou des décideurs économiques, et puis qui soit capable d'agir par elle-même, donc que chacun, en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant que consommateur, soit conscient de son action et du pouvoir qu'il a. On ne peut pas laisser les problèmes écologiques au sol scientifique ou au sol politique. Quand on parle d'intérêt général, là, ce sont bien des questions qui sont d'intérêt général. C'est-à-dire, c'est pas seulement notre intérêt à nous au présent, c'est aussi celui des habitants d'autres pays de la planète qui parfois sont plus pauvres et plus touchés par la crise écologique alors même que les habitants en sont moins responsables. Et puis c'est aussi l'intérêt des non-humains, les végétaux, les animaux auxquels nous sommes liés, avec lesquels nous entretenons des rapports d'interdépendance vraiment très étroits. Et enfin, c'est l'intérêt des générations à venir. Donc c'est vraiment l'intérêt général au sens maximal du terme.
C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de proposer à Subjectif une émission qui soit centrée sur l'écologie politique, qui fasse le lien entre critique du capitalisme et enjeux environnementaux. Moi, je n'étais pas particulièrement prédestiné à m'intéresser à cette question. Je suis plutôt de formation littéraire et pas scientifique. J'écris des romans. J'enseigne à l'université Paris 8 Saint-Denis la littérature. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience de la gravité de cette crise et des enjeux aussi passionnants que ça recouvre, j'ai eu envie de m'y intéresser de plus près, d'apprendre des choses là-dessus, de partager des questions, de partager des réflexions. Parce que je pense que chacun peut faire sa part sur le sujet depuis sa sphère d'activité propre, c'est-à-dire depuis son métier ou le type de connaissances qu'il ou elle a. Donc je voudrais partir dans chacun des épisodes de cette émission de livres, de fiction, d'essais, certains remontant au XIXe siècle, comme sans doute dans un épisode prochain sur Walden ou La vie dans les bois de l'américain Henry David Thoreau, ou bien de choses parues beaucoup plus récemment, pour lier de cette façon une réflexion sur l'état de nos sociétés et une réflexion sur l'écologie. On verra ensemble, j'espère, un certain nombre de penseurs qui ont contribué à l'émergence de cette grande constellation, qui n'est pas du tout homogène, mais qui est assez intrigante et passionnante, qu'est la pensée écologique. Et j'espère que vous serez au rendez-vous.